Bon, le deuxième ou la deuxième présidente de séance se sent moins tenue que le premier de cadrer le sujet, d'autant que beaucoup de choses ont été dites pendant la première table ronde. Peut-être simplement deux mots. Le premier, dans un travail qu'on avait mené il y a un certain temps avec Michel Margueraz, qui est historien économiste, et qu'on a repris il y a moins longtemps, on mettait en avant l'existence d'une double postérité de 68. Bon, postérité dans les mouvements de libération, c'est connu, et je pense que la table ronde va très largement développer cet aspect, mais également, et on le dit peut-être moins souvent, postérité au sens que la régulation administrée qui est mise en cause doublement à la veille de 68 en 68, elle est mise en cause sur le plan économique par les premières amorces de libéralisation économique et financière, et puis elle est mise en cause par tous ceux qui aspirent à une libération dans tous les ordres, et on n'a pas pu voir en détail l'affiche sur les femmes de France de Jacques Duclos, mais c'est évidemment, c'est presque un exemple trop beau pour s'y attarder. On voit bien comment cette régulation administrée, qui a permis l'affirmation de l'État social en France, s'est accompagnée du maintien et du développement d'un cadre étatique, moral, d'aucuns diront moralisateur, qui est précisément remise en question dans l'avant 68 et a fortiori dans le feu de l'événement 68. Donc une double postérité, puisque bien sûr, des mouvements qui vont exprimer cette volonté d'émancipation individuelle, d'émancipation des corps, d'émancipation de mouvements d'une autre nature, on va en parler, qui s'est exprimé en 68, mais qui se développe à beaucoup plus fort titre dans les années 70, mais également, à court terme, renforcement de la régulation administrée, pourtant mise en cause, 66, 67, début 68. Les acteurs traditionnels de la régulation administrée, que sont les syndicats, sortent tous, par-delà leurs contradictions, mais sortent tous, ça vaut compris pour le patronat d'ailleurs, tous les syndicats sortent renforcés de la crise de 68, sauf l'UNEF, pour des raisons qui seraient un peu longues de rappeler ici. Quant aux premières tentatives de libéralisation économique, on a parlé du libéralisme tout à l'heure, qui s'était amorcées, elles sont remises en question. Elles sont remises en question par les conséquences économiques de 68, par l'amorce de retournement économique qui va évidemment s'accentuer après 73, mais qui est déjà présent en 70. Un de nos collègues, Frédéric Tristram, rappelait récemment dans ses soutenances d'HDR que lorsque Valéry Giscard d'Estaing, libéral, pour une démocratie libérale, le libéralisme affirmé pour la première fois, arrive au pouvoir, il va pratiquer une politique de relance qui est sensiblement supérieure à ce que sera celle de François Mitterrand dans les années qui suivront. Donc, tension. Et moi, ce qui m'a frappé en écoutant tous les intervenants tout à l'heure, c'est que finalement, ces questions étaient... Je ne les ai pas entendues, et je ne les ai pas entendues non pas parce qu'ils auraient oublié de nous en parler, mais parce que le temps court de l'élection présidentielle et la nature, peut-être la surdétermination qui est créée par la nature de l'élection présidentielle et les recompositions politiques à court terme, dont on a bien vu qu'elles étaient majeures, je ne dirais pas qu'elles oblitèrent, mais elles sont de telle nature que ces questions ne sont pas au premier plan. Alors, s'agissant de la régulation, Christophe Batardi nous a bien dit que le programme communiste, c'est plus tard. Le programme commun, c'est un peu plus tard. Donc la question, ça ne veut pas dire que Jacques Duclos, dans ce qu'il dit, n'a pas des positions sur ce que doit être la société, donc le monde dans lequel il est amené, nous sommes amenés à avancer. Mais la question du programme n'est pas centrale.
Pierre-Emmanuel Guigaud nous a dit que Michel Rocard, c'est pas qu'il droitise sa campagne, mais enfin qu'il normalise sa campagne de telle manière, semble-t-il, en l'entendant, que cette aspiration à la libération, qui est majeure en 68, n'est pas au cœur du discours. Et quant aux droites, j'ai bien retenu ce que disait Gilles Richard dans son opposition entre les nationaux et les libéraux, mais c'est pas exactement là que ça se passe, de façon en tout cas explicite, dans la campagne de 69. Donc on a une, enfin je crois que les deux tables rondes là, qui vont se succéder, la première nous permettait d'être dans le temps court d'un événement politique au sens le plus classique de la vie politique, avec la question majeure des recompositions des appareils, qui certes induisait des conséquences dans les domaines que je viens d'évoquer, alors que je crois que les trois intervenants vont s'inscrire dans le temps plus long et plus complexe des redéfinitions sociétales et sociales produites par 68, avec, me semble-t-il, on le verra avec l'intervention de Xavier Vignat, sans doute la contradiction entre ces deux postérités contradictoires de 68, et sans doute davantage le terrain beaucoup plus libre pour les deux autres intervenants. Donc, dans l'ordre où ils sont inscrits sur le programme, Xavier Vignat, qui nous parle d'abord du monde ouvrier entre recomposition et contestation, donc chacun quart d'heure comme tout à l'heure. Merci, merci de l'invitation. Alors en effet, je rebondis sur le lancement proposé par Daniel Tartakovsky. Mon propos vise à proposer quelques éléments sur ce qui est à la fois spectaculaire et sur des recompositions de fond du monde ouvrier, du groupe ouvrier ou de la classe ouvrière, puisqu'on raisonne à ce moment-là en classe ouvrière. Et à opposer ce qui est un peu plus du spectaculaire et le mouvement de fond, et donc à emboîter deux chronologies, une chronologie proprement industrielle et une chronologie politico-sociale. En effet, au niveau industriel, la France est encore en pleine expansion industrielle, et cette expansion nourrit l'essor de branches importantes, l'automobile, évidemment, qui est une branche qui embauche massivement, les industries électriques, les industries de biens électroménagers, mais aussi la chimie, les industries agroalimentaires, etc. etc. Et en parallèle à cette expansion industrielle, la rationalisation, initiée depuis l'orée du XXe siècle, se prolonge, s'accentue, c'est-à-dire qu'elle gagne de nouvelles branches. La taylorisation, par exemple, arrive dans l'industrie de l'habillement, dans l'industrie, dans la confection, et par ailleurs, dans les industries déjà rationalisées, on a un perfectionnement de cette rationalisation avec, par exemple, dans l'automobile, le développement de ce qu'on appelle la cotation par poste, donc une méthode américaine, selon laquelle l'ouvrier est payé en fonction du poste qu'il occupe, et non pas de sa qualification, de sorte que les vieux ouvriers sont menacés de déclassement et donc de perte de salaire. Alors, en parallèle à cette rationalisation, les branches les plus modernes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, une partie des branches les plus modernes, notamment la chimie, connaissent une automatisation croissante de la production qui est surveillée et contrôlée par les opérateurs, lesquels, de temps en temps, sont amenés à intervenir aussi dans les opérations d'entretien. Donc on est dans des phénomènes décennaux, amples, massifs, de recomposition de l'appareil productif, qui implique aussi l'implantation de l'industrie sur de nouveaux territoires, l'industrialisation ou la réindustrialisation de régions importantes, je pense évidemment au Grand Ouest, la Normandie, la Bretagne, mais aussi les périphéries du bassin parisien, par exemple Lyon, pour faire plaisir à l'un d'entre vous. Alors, en même temps qu'on a donc cette implantation, elle implique le recrutement de nouveaux ouvriers. Des jeunes, massivement présents dans les usines.
on les a vus en 68, et on les a vus parce qu'ils sont là, évidemment, et qui se sont manifestés. Parmi ces jeunes, des femmes, dans toute une série de branches, toute une série de branches dont j'ai parlé, les industries de biens électroménagers, les industries électriques, les industries agroalimentaires, recrutent massivement des femmes. Et puis des immigrés. Et évidemment, parfois, on a des jeunes femmes immigrées, évidemment. Bon. Alors, parmi ces immigrés, de plus en plus des Algériens et plus encore des Portugais. Nous sommes dans la période où les Portugais, qui étaient un peu moins de 300 000 au recensement de 1968, passent à plus de 750 000 en 1975. Donc on est dans une phase d'expansion massive de l'immigration portugaise. Ce n'est pas celle dont on se rappelle le plus, mais c'est pourtant celle qui est le plus spectaculaire à ce moment-là. Ce double mouvement implique une segmentation de la main-d'œuvre, avec d'un côté le recrutement d'ouvriers très qualifiés, qui sont à la lisière du monde de techniciens. C'est ce que Serge Mallet et d'autres appelaient la nouvelle classe ouvrière, sans lui donner d'implication politique, à la différence de Serge Mallet. Et de l'autre, des ouvriers et des ouvrières considérés comme non qualifiés, les OS. J'insiste sur la nécessité de dissocier la qualification de la reconnaissance de la qualification. On sait que toute une série d'ouvrières qui ont eu une formation, par exemple, comme couturières, sont recrutées pour monter des postes de télévision, et donc leur qualification n'est pas reconnue, alors même qu'elles sont formées. Bien. Alors, on a donc ce mouvement qui est tout à fait important, et de l'autre, on assiste déjà, et je voudrais insister avec vous là-dessus, à un déclin de toute une série de branches, les vieilles industries extractives, les industries lourdes, la sidérurgie, la construction navale, et déjà dans toute une série d'industries de consommation, le textile, les cuirs et peaux, etc., des difficultés qui vont croissant. Ce qui veut dire que déjà, dès cette période, et depuis une quinzaine d'années, la désindustrialisation sur certains territoires a commencé. Ce qui implique une inquiétude importante de toute une série de franges de la population sur un certain nombre de bassins industriels, de vieux bassins industriels. C'est le cas de Casseville, c'est le cas en Lorraine, c'est le cas à Roubaix et ailleurs. Bon. Avec un cas particulier, mais qui est extrêmement intéressant et important, celui de la banlieue parisienne, où cette désindustrialisation a commencé depuis 1955 avec les logiques de décentralisation industrielle. Puisque vous savez que les pouvoirs publics, depuis 1955, ont organisé une décentralisation, c'est-à-dire qu'ils ont pratiquement interdit l'installation de nouvelles industries dans la petite couronne parisienne, organisé cette décentralisation qui, de ce fait, sur certains territoires, implique la baisse des recettes et donc une paupérisation croissante. Exemple, la Seine-Saint-Denis perd 22 000 emplois industriels entre 1962 et 1968. Et sur un certain nombre de communes, par exemple Saint-Ouen, dès 1968-69, les édiles municipaux, Étienne Fajon en l'occurrence, alertent sur la gravité du phénomène en cours. Alors, donc ça c'est le temps, la moyenne durée en quelque sorte, mais qui pèse particulièrement. Et puis, au niveau politique et social, deuxième chronologie, donc, on est absolument dans la foulée du mouvement de 68. Bon. C'est-à-dire, mouvement, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est la plus grande grève de l'histoire de France, bon. Avec un bilan en demi-teinte, parce que d'un côté, on a eu de très fortes augmentations de salaire, notamment pour les ouvriers et ouvrières les plus mal payés, c'est-à-dire 33% d'augmentation pour le SMIC, c'est colossal, évidemment. Bon. Mais reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, qui a contribué à étoffer le maillage syndical. C'est quelque chose que je n'avais pas suffisamment pris en compte dans ma thèse, mais que
que je vois davantage maintenant, avec l'âge peut-être, en tout cas avec la sagesse, j'espère, qui est que on repère combien le nombre de syndicats augmente dans toute une série de territoires, et donc contribue à à conforter l'assise syndicale. Bon. Pour autant, ce mouvement de grève n'a en rien transformé l'organisation du travail. C'est-à-dire, dès lors que tout ce qui pouvait cristalliser la colère ouvrière est encore présent. Bon. Avec en plus la rage de l'occasion manquée. Bon. De ce fait, le climat social tel qu'on peut le percevoir dans les entreprises demeure extrêmement tendu, et en fait la chronique des grèves en 69 est assez dense, alors même qu'on est dans une année électorale, année qui traditionnellement est peu propice à l'activité revendicative. Une autre explication à cet activisme ouvrier, à cette contestation ouvrière, est le fait que le patronat demeure figé sur des logiques d'autorité et répugne à négocier. On sait que, contrairement à ses engagements, le patronat a licencié allègrement toute une série de grévistes et dont des militants syndicaux dans l'été 68 et à l'automne 68. De même, on sait également que la discrimination et la répression syndicale se poursuit. Bon. Et évidemment, cette crispation patronale favorise la contestation ouvrière. Donc, dans cette chronique sociale dense, je me contenterai de citer 3 épisodes qui montrent à la fois le prolongement de la contestation et l'évolution du répertoire de l'action collective, comme disent les politistes. Premier mouvement du 17 au 24 février 69, la grève contre la récupération à l'usine Citroën de la Porte de Choisy. Deuxième mouvement, du 24 février au 4 mars, grève de l'atelier 79 de l'usine Renault-Le Mans, qui est la première grève bouchon, qui est prolongée dans une autre usine à Peugeot-Sochaux, c'est l'atelier de finition de l'usine de carrosserie du 3 au 7 mars. Et enfin, en octobre 69, vous verrez pourquoi j'ai choisi ces 3 mouvements, on a des grèves avec séquestration à l'usine Ernaud Saumur à Cholet et aux établissements Huard de Châteaubriand. Bon. Alors, j'ai choisi ces 3 faits parce que je les trouve extrêmement suggestifs. Première grève, celle de l'usine de Citroën Choisy, elle a, vous vous en souvenez peut-être, été racontée par Robert Linhart presque 10 ans après dans L'Établi. Bon. Elle a été racontée admirablement par Linhart dans L'Établi, et ce texte montre, je trouve de manière assez éblouissante, à la fois comment le patronat veut en quelque sorte reprendre la main après 68, veut faire payer aux ouvriers le fait d'avoir fait votre grève, bon. Puisqu'il entend leur faire récupérer les heures de grève payées. Bon. Et ceux qui ont lu Linhart savent que cette mobilisation des ouvriers qui font grève 45 minutes, est compliquée et brisée par un rôle répressif de la maîtrise et le rôle d'interprète qui servent en fait à tenir la manœuvre immigrée, qu'elle soit portugaise ou algérienne et marocaine. Bon. Et donc là, on voit, Citroën est quand même un des exemples les plus aboutis de ce patronat qui demeure un patronat qui refuse systématiquement toute forme de négociation collective. Bon. Deuxième épisode, donc les grèves bouchons dont je vous ai parlé de mars 69, qui montrent aussi la fragilité du Fordisme. Puisque un arrêt en un point donné de la production peut paralyser très rapidement tout un site. Et ce type de grève, qui est très efficace pour un petit groupe d'ouvriers, plaît, puisque à l'automne 69, on a
au Mans et à Peugeot, à nouveau des grèves bouchons. Et ensuite, on va avoir une multiplication de ce type d'actions, notamment en 1971 au Mans, à nouveau, avec une paralysie de toute la régie en quelques semaines. Bon. On est donc là dans une logique de subversion absolument efficace de la division croissante du travail. Et cette subversion ouvrière des logiques tayloriennes oblige à repenser le travail à la chaîne, oblige à repenser l'organisation de la production. De fait, dans les années ultérieures, on va avoir toute une série de débats, à la fois chez les sociologues, dans le patronat, etc., pour transformer ce qui apparaît comme une crise du Fordisme, pour organiser de manière plus souple le travail à la chaîne, les équipes, et dès 1974, on a les premières opérations de robotisation à la Fiat à Turin, précisément dans les ateliers qui avaient été les plus contestataires. C'est-à-dire que la robotisation est aussi une opération qui permet de briser la conflictualité ouvrière. Je n'ai pas dit que c'était sa finalité première, hein, mais ça permet aussi de casser ces collectifs ouvriers. Troisième et dernier épisode, donc les grèves avec séquestration, qui montre une radicalisation de l'action collective avec la volonté de s'en prendre physiquement au patron, à celui qui incarne l'autorité ou la décision. De ce fait, le 28 octobre 1969, le président de l'UIMM, François Sérac, écrit au Premier ministre Jacques Chaban-Delmas pour lui faire part de son inquiétude devant la recrudescence de ces séquestrations dans l'Ouest. Il incrimine, je le cite, de petits groupes échappant à l'autorité des délégués syndicaux, qu'ils combattent d'ailleurs ouvertement, fin de citation, et il critique l'ORTF pour avoir, je réouvre les guillemets, rendu compte de ces incidents avec beaucoup de désinvolture. Bon. Fin de citation. Alors, on a là deux éléments qui me semblent intéressants. D'une part, le fait qu'on va retrouver un discours opposant base et délégués syndicaux qui est assez fragile quand on regarde empiriquement les choses. En réalité, on a des groupes ouvriers qui ont des liens avec les organisations syndicales, multiples, que ce soit CGT ou CFDT. D'autre part, l'importance de la médiatisation dans ces conflits sociaux, et notamment l'importance de la télévision. En tout cas, ces conflits-là témoignent de la diffusion de ce que j'ai appelé la subordination ouvrière, avec une présence de plus en plus sensible des femmes. Je conclus en deux mots, simplement, pour souligner combien les évolutions dont je vous ai parlé très rapidement ici correspondent aussi à un moment européen, me semble-t-il. En effet, on a d'un côté, évidemment, une poursuite de l'expansion, mais la désindustrialisation est déjà là dans toute une série de régions et de territoires, spécialement en Grande-Bretagne. Bon. Et par ailleurs, dans le même temps, cette conflictualité ouvrière est aussi se diffuse massivement en Europe à ce moment-là, puisque, à l'automne 69 en Italie, c'est ce qu'on appelle l'autunno caldo, l'automne chaud, qui est aussi la plus grande grève, le plus grand mouvement de grève de l'histoire du pays, avec une conflictualité radicale. Et les Italiens, cette année, s'apprêtent à célébrer ou pas le cinquantenaire de l'autunno caldo. Merci. Merci. Donc, Christine Barre, l'émancipation sexuelle. Alors, émancipation, plutôt révolution sexuelle et révolution féministe. Dans le titre de cette journée, 69 années politiques, on entend années érotiques. On pense peut-être à la chanson de Gainsbourg chantée par Jane Birkin, 69 années érotiques. Et c'est en partie le sujet dont je vais vous traiter, le rapport entre érotique et politique. Et la refondation, la redéfinition du politique à partir de la politisation des questions sexuelles et aussi de la domination masculine. Les deux vont fonctionner avec des convergences et des divergences. Mais avant tout, je voudrais poser cette question qui revient plusieurs fois dans ce que je vais dire, mais qui a une portée aussi générale.
c'est finalement quel rapport on peut faire entre évolution, révolution sociale, révolution des mœurs, des comportements du quotidien et révolution politique. Est-ce que finalement, avant 69, on n'a pas déjà des évolutions, voire des transformations tellement profondes qu'on peut parler de révolution, qui sont là? Et le politique, finalement, ne viendrait qu'acter, prendre acte de transformations qui viennent du bas, de la rue. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du vêtement, du pantalon et de la mini-jupe. Eh bien, ça précède mai 68. On peut penser aussi à la scène musicale et au rock et à tout ce que ça dit déjà d'une aspiration à la libération sexuelle et à une transformation du rôle des femmes, de l'image des femmes, avant 68. Alors, du côté des femmes, alors le MLF, le Mouvement de libération des femmes, n'existe pas encore. Il apparaît en 1970 en France, mais il existe déjà depuis 2 ans aux États-Unis, et il y a une grosse dette d'ailleurs des Françaises à l'égard des Américaines. L'idée des groupes de conscience, le slogan « Le personnel est politique », c'est en 68 qu'on le voit apparaître, ce slogan, aux États-Unis. Alors, en même temps, les travaux de l'historienne Sylvie Chaperon montrent qu'on ne peut pas non plus faire une histoire totalement MLFO-centrée et qu'il existe déjà des choses avant 68, avant 69, ce creux de la vague qu'elle a étudié dans sa thèse, et dont elle montre aussi que, pour une part, les associations de ces années 50-60, elles se radicalisent avant mai 68, groupes de femmes catholiques, communistes, jeunes femmes, le mouvement protestant, des femmes socialistes également, le mouvement démocratique féminin, des actions de femmes syndicalistes, et bien sûr une association très importante, le mouvement français pour le planning familial. Alors, la réforme des mœurs est en route donc avant 68, avant 69, dans l'agenda politique, juste une date, 1967, la loi Neuwirth qui légalise la contraception, même s'il faut attendre 4 ans pour avoir des décrets d'application, elle est déjà là et elle acte une aspiration à la liberté de disposer de son corps très forte dans les années 60. Donc les protagonistes politiques de cette évolution, ils sont déjà là, pas tous et toutes, puisque le MLF comme mouvement très radical apparaît bien après, en 70, mais on a déjà des groupes de médecins progressistes, libres penseurs, francs-maçons, qui vont par exemple jouer un grand rôle dans le chemin qui mène à la loi Neuwirth. Pareil pour l'évolution du Code civil et du statut de la femme mariée. Il y a des réformes très importantes en 1965 qui sont plutôt à l'initiative de juristes progressistes. Il n'y a pas eu de grande manifestation de rue pour obtenir cette réforme du Code civil. Et pourtant, et bien sûr, une période de 10 ans, entre 65 et 75, un petit peu plus d'égalité s'installe dans le couple hétérosexuel et dans l'égalité entre le père et la mère. Donc une séquence plus large qu'il faut prendre en compte. Alors pour l'histoire du féminisme plus précisément, en 1967, un nouveau groupe apparaît, Masculin-Féminin Avenir, et on a envie d'y voir le début du MLF. On retrouve des militantes importantes du MLF déjà dans ce petit groupe parisien. Alors, deuxième aspect, donc je n'ai pas une grande date à vous donner sur l'histoire du féminisme, ce n'est pas 69 en France, voilà. C'est 70, mais il se passe quand même beaucoup de choses avant. Alors 69, date importante pour l'histoire de la révolution sexuelle, qui est vraiment une expression d'époque. On la trouve dans le titre en 69 d'un essai de Daniel Guérin, essai sur la révolution sexuelle.
Et ce livre, eh bien, il parle beaucoup du passé. Il parle des socialistes utopistes, il parle de Fourier, il dénonce la misogynie de Proudhon, refoulé sexuel misogyne. Parce que l'ennemi de la révolution sexuelle, c'est le refoulement sexuel. On trouve beaucoup ce mot. Mais là encore, donc il y a une longue histoire de la révolution sexuelle. Elle ne commence pas en 68 ou en 69. On peut remonter loin dans le temps, ou en tout cas fin 19e, début 20e. On peut situer là une première révolution sexuelle, au fond, qui a été arrêtée dans les années 30 et 40 par la montée des mouvements, des dictatures, du nazisme, du fascisme et d'une vague ultra-conservatrice qui s'est abattue sur l'Europe. Alors on peut se demander si ce qui se passe en 68-69, ça n'est pas quand même, dans une certaine mesure, le renouveau, la continuité sous une autre forme. On le voit bien, il y a une continuité dans les idées, hein, notamment l'idée qu'on ne peut pas penser la révolution sexuelle sans le féminisme et sans le socialisme. Là, il y a vraiment une continuité théorique et des auteurs qui sont toujours discutés. Reich, par exemple, qui est traduit enfin en français en 1968. Une révolution théorique aussi s'amorce avec le mot genre, gender, on ne le trouve pas encore en français, mais dans un livre très important, dans deux livres très importants du psychiatre et psychanalyste Robert Stoller, on le trouve déjà utilisé à propos de l'expérience transsexuelle. Donc il y a déjà sur le plan théorique l'invitation à dissocier le sexe biologique du genre. Alors il n'y a pas un corpus théorique de la révolution sexuelle qui serait homogène. Thomas Boucher l'a montré à propos des socialistes et de la révolution sexuelle. On a vraiment une grande hétérogénéité, mais on a une vraie réflexion qui devient aussi universitaire. On découvre l'histoire de la sexualité à partir de 68, 69, les travaux de Roger-Henri Guérand, par exemple. Donc cette révolution sexuelle, c'est aussi une révolution cognitive. Le renouveau de la sexologie, parce que Sylvie Chaperon a montré que la sexologie se mettait déjà en place à la fin du 19e. Les premières enquêtes quantitatives, l'enquête lancée en 1968 par le docteur Pierre Simon, auparavant très actif au planning familial. Donc il y a des connaissances qui s'accumulent et en même temps une contestation du rôle des experts sur la morale sexuelle, sur les pratiques sexuelles. Il me semble que cette époque, elle est aussi très très importante en ce qu'elle légitime la parole des femmes et des hommes ordinaires sur leur vécu des inégalités sexuelles et de leur vécu sexuel. D'où parles-tu ? Dit-on dans les réunions politiques et d'extrême gauche ou féministes, et il s'agit de se situer personnellement. Mais la parole, en tout cas ordinaire, est pour la première fois, en fait, légitimée sur ces questions-là, qui étaient plutôt vues par le haut, d'une manière moralisatrice ou d'une manière très idéologique. Alors, révolution culturelle aussi. Si on regarde l'actualité cinématographique de l'année 69, L'amour fou de Jacques Rivette, La fiancée du pirate de Nelly Kaplan, Ma nuit chez Maud de Rohmer, La femme infidèle de Chabrol. La percée, alors pas encore en France, pas encore tellement en France, mais en Europe tout de même, de la pornographie, avec la première édition de la Foire internationale de la pornographie à Copenhague en 1969, l'ouverture des sex shops à Paris à partir de 1966, et une controverse bien sûr sur cette économie du sexe qui semble laisser penser que le capitalisme serait compatible avec la révolution sexuelle, ce que les militants et militantes d'extrême gauche, évidemment, contestent.
et une révolution sexuelle qui est vécue en fait à toutes sortes de niveaux, mais tout particulièrement dans la jeunesse, qui joue un rôle moteur, on le sait. Et je terminerai donc mon propos, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne suis pas encore à ma conclusion. Je voulais terminer par le sujet sur lequel je travaille tout simplement en ce moment, qui est l'affaire Gabriel Russier, qui permet de montrer les deux faces de la révolution sexuelle en 1969. L'illusion sans doute que l'on peut vivre librement ses amours, et la sanction qui vient pour avoir eu cette illusion. Donc l'affaire Gabriel Russier. Gabriel Russier, c'est cette professeure de français au lycée Nord de Marseille qui se suicide en septembre 1969 après avoir été accusée de détournement de mineurs sur un de ses élèves âgé de 16 ans, Christian. Alors Christian vient pourtant d'un milieu militant, ses parents sont des universitaires communistes à la faculté d'Aix, et sont eux qui portent plainte pour détournement de mineurs après une fugue de leur fils qui veut continuer à vivre son idylle avec sa professeure. Et on voit toutes les institutions tant décriées et contestées en 68 qui vont fonctionner contre cette relation amoureuse, protégée d'ailleurs par un petit groupe d'élèves. On voit donc l'école protéger la morale et rappeler l'interdiction des relations sexuelles entre élèves et professeurs. On est pourtant habitué à des relations entre des hommes professeurs et des filles. Et dans l'autre sens, évidemment, c'est un petit peu plus rare. Alors là, on a les plaintes des parents d'élèves, le proviseur qui prend peur. On a donc toute la chaîne de l'éducation nationale qui se met en branle pour stopper le scandale. On a la justice qui se met en marche, enfin la justice ou l'injustice. Gabrielle Russier, elle est emprisonnée à 2 reprises avant son procès, hein, pour faire revenir Christian, pour faire pression sur le jeune homme. Et elle est jugée et condamnée à 1 an de prison avec sursis et à 500 francs d'amende. Et le drame pour Gabriel Russier, c'est que le parquet fait appel et elle doit s'attendre à perdre son travail et à avoir une condamnation sans doute, peut-être, plus lourde. Alors, elle est épuisée psychiquement à ce moment-là. Elle fait un séjour en hôpital psychiatrique. Et là aussi, il y aurait des choses à dire sur comment on traite donc les personnes dépressives dans le cadre de la psychiatrie de l'époque. Et le jour même de sa sortie de l'hôpital, elle se suicide. Alors, l'émotion, elle va grandir. L'affaire, elle vient après. Avec le commentaire de Pompidou 15 jours plus tard, qui fait une déclaration à la télévision lors d'une conférence de presse très ambiguë, où il cite Éluard, où donc il invite à comparer le sort de Gabriel Russier au sort des femmes tondues à la Libération. Il y a surtout ensuite plusieurs livres qui sont publiés pour défendre Gabriel Russier, qui devient un peu l'emblème, le symbole de la révolution sexuelle à venir. Et surtout après la sortie du film de Kayat, Mourir d'aimer, un film qui a été très populaire, qui a été vu quasiment par 6 millions de spectateurs. C'est absolument énorme. Et des artistes se mobilisent. Il y a une exposition d'art contemporain au musée d'art moderne de la ville de Paris. Des chansons
Charles Aznavour, mais il y en a d'autres aussi. Donc il y a vraiment aussi toute une mobilisation culturelle autour de cette affaire. Donc là, évidemment, il s'agit de distinguer ce qui s'est réellement passé en 69 et puis la mémoire de cette année 69, la mobilisation de la gauche. Alors, je ne peux évidemment pas rentrer dans le détail par famille politique, mais éventuellement, si vous me posez la question, je serais ravie d'y répondre. Il s'agit aussi de repolitiser notre approche de l'affaire Gabriel Russier, qui a pu être vue aussi comme un petit peu l'éternelle histoire des amours contrariés, hein, quelque chose de... une tragédie. Hein. En réalité, elle a une dimension politique qui justifie qu'on en parle dans une journée qui s'appelle 1969, année politique. Merci. Et Renaud Bécaud sur les mouvements environnementaux. Alors, je vous remercie déjà pour l'organisation de la journée et pour l'invitation. Alors, je vais essayer de jouer le jeu, de rester dans le zoom qui était proposé sur l'année 1969, ce qui n'est pas une évidence quand on parle des questions environnementales, dans le sens où en 1969, il n'y a pas un mouvement écologiste structuré au sens où il va se structurer dans les années 70 principalement. Il n'y a pas non plus de parti écologiste qui n'existera en France qu'à partir de 1984. Et il n'y a pas non plus d'administration de l'environnement ou de ministère de l'environnement, puisque le ministère n'est fondé qu'en 1971. Si on regarde dans le champ politique pendant les échéances électorales, l'intégration des questions environnementales dans les échéances de 1969, on voit que c'est une question qui ne reste pas traitée ou très peu traitée pendant l'élection présidentielle. De la même manière, dans les élaborations programmatiques des gauches, cette question reste relativement périphérique pendant l'année 1969. Pour exemple, dans les assises de la Convention à la fin de l'année 1969, le discours de François Mitterrand reconnaît la nécessité de prendre en compte les questions de lutte contre la pollution notamment, tout en disant par la suite que cela ne modifie pas, n'altère pas radicalement le programme qu'il pourrait proposer pour une transition vers le socialisme, qu'il définit, donc je le cite, comme un effort continu pour assurer le transfert des revenus. Le socialisme sera un effort continu pour assurer le transfert des revenus. Donc la démarche de Mitterrand à ce moment-là, elle reste dans la continuité de ce que le syndicaliste italien, et qui est devenu par la suite eurodéputé, Bruno Trentin, qualifiait d'horizon distributif du socialisme, c'est-à-dire l'idée que le socialisme, ce serait uniquement assurer une meilleure répartition des richesses, ce qui invisibilisait un certain nombre de questions, dont la question environnementale. Donc, hormis le PSU, finalement, en 1969, il n'y a pas de formation politique qui intègre la question environnementale comme centrale dans son logiciel politique. Néanmoins, si j'essaye de rester focalisé sur 1969, c'est qu'il me semble que les programmes des gauches, quand je dis les gauches ici, ce sera à la fois politique, syndicale et intellectuelle, vont être percutés par une série d'actions militantes locales ou régionales notamment. Et en particulier, il me semble que ces initiatives résonnent avec notre présent, en particulier parce qu'au travers de ces initiatives, sont mis en cause ce qui pouvait passer pour une évidence auparavant au sein des gauches, c'est-à-dire notamment la notion de progrès ou de progressisme qui se trouve percutée par ces initiatives. Donc je vais essayer de focaliser, de faire un zoom sur trois phénomènes qui me paraissent mettre en cause dans cette année 1969 cette question du progrès à partir de questions environnementales. Donc d'abord, l'année 1969 va être une année de structuration de mouvements de protection de la nature et de l'environnement, qui ne se disent pas écologistes, on reste dans une logique de protéger la nature en elle-même et pas nécessairement de contester, par exemple, le fonctionnement des systèmes de production, la pollution industrielle, etc. Donc d'abord, en 1969, se structure la Fédération française des sociétés de protection de la nature, la FFSPN, qui deviendra France Nature Environnement en 1990. Et cette structuration, elle s'inscrit dans la continuité de mobilisations régionales qui se sont déroulées dans les années précédentes et qui avaient permis la structuration d'un certain nombre d'associations régionales, par exemple en Bretagne, où les structures régionales s'étaient renforcées
dans la foulée de la marée noire de l'Agmo Cadiz en 1967. Cet effort d'organisation, il se traduit aussi, par exemple, en Aquitaine, où se fonde une société régionale de protection de la nature qui va être animée notamment par Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, donc deux théoriciens écologistes dont la réflexion aura une postérité dans les années 70. Le mythe mobilisateur, néanmoins, au moment de la fondation de la FFSPN, c'est une mobilisation pour protéger le parc national de la Vanoise, le premier parc national naturel fondé en France en 1963 et qui était menacé à ce moment-là, selon cette association, par un projet de promotion immobilière sur les marges du parc. Un autre conflit qui va être marquant sur les questions, une autre association qui va se fonder et qui va être marquante dans les années suivantes dans le domaine environnemental, c'est l'association des écrivains et des journalistes pour la protection de l'environnement, qui réunit des journalistes de la presse écrite comme de la presse audiovisuelle, et qui auront un rôle important dans la médiatisation des questions environnementales dans la décennie suivante. On va voir dès cette année 1969 un certain nombre de journalistes prendre position et alimenter des conflictualités qui seront entretenues dans les années suivantes. C'est le cas notamment à l'été 1969 du journaliste Pierre Fournier, dans ce qui est à l'époque Harakiri, qui prend position sur le nucléaire civil, contre le nucléaire civil, et c'est finalement la première émergence d'une critique forte du nucléaire civil dans la sphère médiatique, même si ça reste, dans ce cas-là, Harakiri, un journal dont la diffusion reste relativement limitée. Pierre Fournier, il est important puisque dans les années suivantes, il rejoindra notamment les Amis de la Terre et toute une série d'associations environnementales au début de la décennie 70. Alors ce que je voulais souligner en prenant ces deux exemples, de la FFSPN avec la mobilisation sur la Vanoise et de l'association des journalistes avec Pierre Fournier sur le nucléaire, c'est que pour les organisations, disons, traditionnelles des gauches, l'entrée sur ces questions-là va se faire, mais pas nécessairement avec le même angle que ces associations environnementalistes. Puisque d'une part, sur la Vanoise, on a des séries de prises de position de la CGT notamment, mais la CGT prend position contre le projet immobilier prévu dans la Vanoise en estimant que ce serait une façon de nuire à l'accès des travailleurs à des ressources naturelles protégées et non pas parce qu'ils souhaiteraient protéger la nature en soi. De la même manière, sur la question du nucléaire, des prises de position notamment de la CFDT vont intervenir dès la fin de l'année 1969, non pas en se ralliant aux argumentaires de Pierre Fournier ou des journalistes de l'Association pour la protection de l'environnement, mais parce qu'à la fin de l'année 1969, une décision gouvernementale est prise de mettre fin aux recherches dans le commissariat de l'énergie atomique sur un prototype de réacteur dit français, le réacteur graphite-gaz, et donc il y a des craintes de suppression d'emplois au CEA suite à cette décision. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, du fait de cette décision, les ingénieurs et les chercheurs du commissariat de l'énergie atomique, notamment ceux qui sont à Saclay en banlieue parisienne, vont se lier aux ouvriers des sites de production du CEA, notamment les sites de retraitement qui sont situés à proximité de La Hague. Et à partir de là, va naître une réflexion sur l'impact sanitaire et écologique de cette industrie qui auparavant restait peu pensée dans le monde syndical. Donc on voit que ces deux exemples avec ces prises de position syndicales témoignent du fait que le positionnement de ces organisations ne se fonde pas sur une démarche de défense de l'environnement ou de la nature en soi, mais en fonction d'intérêts qui sont liés aux intérêts présumés des travailleurs qu'entendent représenter ces organisations. Donc le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la construction, la structuration finalement d'une forme de préoccupation environnementale qui est propre au monde ouvrier, ou aux organisations en tout cas qui entendent représenter le monde ouvrier, et c'est dans ce sens-là que je parle d'environnementalisme ouvrier. Donc la préoccupation des organisations ouvrières, elle va notamment se construire en réaction aux pollutions qui ont été générées par des sites qui ont connu une croissance dans les décennies d'après-guerre, et notamment sur les territoires qui sont marqués par la pétrochimie. Alors d'une part, ces réactions, elles sont nourries parce que le monde ouvrier est celui qui est le plus exposé aux pollutions industrielles. Ces pollutions ne sont pas réparties indistinctement sur l'ensemble des classes sociales.
et d'autre part parce que les organisations qui prétendent représenter le monde ouvrier disposent de leviers d'action qui leur sont propres, et en particulier les comités d'hygiène et de sécurité qui ont été réinvestis par les organisations syndicales, notamment dans la foulée de la catastrophe de Feyzin, donc explosion d'une raffinerie de pétrole en 1966. Donc les CHS deviennent une instance majeure dans la stratégie des syndicalistes de la pétrochimie notamment, pour accumuler une série de connaissances sur les nuisances générées par ces industries. Ces engagements syndicaux, ils vont se doubler d'une volonté de la part des élus locaux de gauche dans les territoires industriels de mobiliser les compétences acquises par les syndicalistes dans les CHS. Donc, par exemple, en 1969, on verra le maire socialiste de Saint-Fond, qui est Franck Seruscla à l'époque, créer une commission extra-municipale de lutte contre les pollutions industrielles dans laquelle les syndicalistes investis dans les CHS auront un rôle crucial à remplir. La même année, à quelques kilomètres de là, donc dans l'agglomération lyonnaise encore, sur un territoire là aussi marqué par l'industrie, le maire communiste de Givors, qui est Camille Valin, qui à l'époque est sénateur aussi, organise une association pour la protection de la nature et de la vallée du Rhône, qui sera officiellement constituée l'année suivante et qui va fédérer des élus municipaux de gauche, mais aussi de centre droit, et qui aura un rôle par la suite pour judiciariser un certain nombre de pollutions industrielles au cours de la décennie 1970, en mobilisant, là encore, les connaissances, les savoirs, les informations qui ont pu être recueillies par des syndicalistes, notamment CGT, dans les CHS. Donc, le rôle de ces syndicalistes experts dans les comités d'hygiène et de sécurité posait à l'époque, et il me semble pose encore, deux questions sur ce que signifiait le progrès. La première, c'est que d'une part, ces syndicalistes vont remettre en cause, pour un certain nombre d'entre eux, la façon dont les organisations syndicales avaient pris en charge les questions de santé au travail, dans le sens où depuis 1919, où avait été adoptée une loi sur les maladies professionnelles dont on fête le centenaire cette année, eh bien, les maladies professionnelles, pour celles qui étaient reconnues, c'est-à-dire une petite liste de maladies, étaient indemnisées financièrement pour les salariés qui étaient reconnus comme étant malades. Or, en 1969, la Confédération CFDT veut organiser la première réunion d'un groupe de travail confédéral sur les maladies professionnelles, au cours duquel un certain nombre de militants qui vont s'investir sur ces questions-là estiment que la réponse par la compensation monétaire des maladies n'est plus une réponse souhaitable, qu'il faudrait sanctuariser la question de la santé et la sortir du périmètre de ce qui serait négociable entre représentants des salariés et représentants des employeurs. Donc une première question sur ce que signifie le progrès. Est-ce que le progrès, ça peut signifier compenser les préjudices sanitaires et écologiques, ou bien est-ce qu'il y aurait des choses à sanctuariser? Est-ce que le progrès, ce ne serait pas de sanctuariser un certain nombre d'enjeux? Et d'autre part, la deuxième question que ça soulève sur la définition du progrès, c'est le fait que les CHS permettaient d'éclairer les retombées écologiques de certaines productions. Elles permettaient en même temps que d'éclairer ces dégâts du progrès, elles permettaient aux syndicalistes qui étaient impliqués, mais aussi aux salariés qui s'intéressaient à ce qui se passait dans les CHS, de construire une réflexivité sur la position ambivalente qu'ils pouvaient occuper dans le processus de production, et donc éventuellement aussi de proposer un certain nombre d'alternatives à des productions polluantes. Il me semble que cette question-là, elle était importante à l'époque, elle reste importante aujourd'hui, dans le sens où la suppression des CHS devenus CHSCT ces dernières années pose la question de comment est-ce que les nouvelles instances représentatives du personnel vont permettre à des salariés qui travaillent dans des secteurs polluants de réfléchir à leur position dans ce processus de production. Le troisième une minute, je vais essayer d'aller très vite. La troisième dynamique de doute sur le progrès qui marque l'année 1969, c'est le fait que les mobilisations de l'après 68 vont rencontrer un certain nombre de réflexions qui avaient pu être portées par des intellectuels critiques du consumérisme, et que ces réflexions vont percuter les organisations syndicales notamment. Donc, je ne mentionne pas l'ensemble des penseurs, on pourra revenir sur ça dans la discussion. Ce que je veux mentionner, c'est que pendant l'année 1969, la CFDT organise un certain nombre de rapports préparatoires à son congrès confédéral de 1970, congrès confédéral dont Franck Georgi a bien montré que c'était un tournant dans l'histoire de cette organisation avec un véritable aggiornamento idéologique dans l'organisation, et un secrétaire confédéral, Fredo Krumnow, qui à l'époque représente la gauche de la CFDT, pour le dire rapidement, va être chargé d'élaborer un rapport sur la lutte contre les inégalités.
Dans ce rapport qu'il présente à l'automne 1969, il commence sur une affirmation forte, je le cite, « Il faut démystifier le taux de croissance en faisant apparaître les conséquences humaines et le coût réel du fonctionnement du système industriel. » Fin de citation. Le rapport qu'il livre va faire une critique du productivisme en montrant comment, selon lui, le productivisme susciterait des besoins artificiels ou superflus, selon ses termes, sans tenir compte des externalités négatives, c'est-à-dire de la production de déchets ou de pollution. Donc, ce rapport va plaider pour que les décisions sur les choix de production soient prises en fonction de ce qu'il appelle des besoins réels, qui seraient définis par des procédures démocratiques par la population et par les salariés, en intégrant un certain nombre de critères environnementaux dans ces décisions. Donc cette démarche, elle va interroger explicitement la définition d'un socialisme qui se comprendrait uniquement selon une logique de transfert des revenus ou selon un horizon distributif. Et Fredo Krumnov le formule clairement, je le cite, « Si c'est pour faire la même chose que dans la société capitaliste, pour fabriquer les mêmes produits, pour rendre les mêmes services que la société capitaliste, ce n'est pas la peine de changer de société. L'émancipation suppose des changements plus fondamentaux qu'un simple accroissement des biens de consommation. La transition vers le socialisme doit conduire à une modification profonde du taux de croissance par la révision de la fonction même des biens et des services par rapport aux besoins exprimés. Dans un certain sens, une réduction de la surconsommation sera nécessaire. La société socialiste n'est pas celle de la grande bouffe, mais celle d'une production vraiment adaptée aux besoins et tenant compte des équilibres écologiques. » Fin de citation. Donc, pour terminer très rapidement, si cette année 69 est intéressante, c'est en particulier donc, parce que cette signification du progrès est discutée, que les réflexions sur la signification du progrès au sein des organisations de gauche invitent à penser un socialisme dans ce que les écologistes aujourd'hui appelleraient un monde fini, c'est-à-dire un socialisme qui tienne compte des limites écologiques du monde. Donc ces démarches, elles invitent à penser d'une part un progrès qui ne soit plus confondu avec le développement des forces productives, et d'autre part un socialisme qui s'émanciperait d'un horizon distributif. Merci. Bon, alors les trois intervenants se sont astreints avec talent à se focaliser sur l'année 69 qui était mise en débat, et on comprend bien, et ils nous l'ont bien fait comprendre, que ça les oblige à tordre leur sujet dans la mesure où les questions qu'ils nous posent et qui leur sont posées sont des questions de longue durée et pour certaines qui nous amènent à du très contemporain. Par ailleurs, bon, on l'entendait bien dans l'intervention de Xavier Vignard, mais c'est évidemment, on l'entendait également dans l'intervention de Christine Barre, et ça vaut aussi pour Renaud Bécaud, même s'il n'a pas eu le temps de nous en parler spécifiquement. On voit bien que ces questions, qui sont des questions de beaucoup plus longue durée que la chronologie courte du politique, sont également traversées par des séquences qui sont des séquences, faut-il dire européennes ou faut-il dire transnationales. Ça déborde bien évidemment l'Europe s'agissant des États-Unis. Et c'est vrai que l'histoire politique, au sens étroit du terme, nous amène quelquefois à une approche très nationale, mais je crois qu'il est important que même dans le cadre d'une histoire politique, au sens le plus classique du terme, nous ayons toujours en tête et en action cette dimension européenne et transnationale. Enfin, et je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas, enfin, je crois que ce qu'on entend bien, ou presque bien, c'est comment tous ces courants, tous ces mouvements, toutes ces réflexions qui sont cristallisées, qui sont amplifiées par 68, qui ne naissent pas de 68, mais qui sont indéniablement radicalisées et amplifiées par 68, qui sont donc contemporaines entre elles, vont très vite nourrir entre elles de potentielles ou d'effectives contradictions. Bon, qu'est-ce que le progrès? Je crois que c'est une question forte. Et on sent bien que sur cette question-là, on aurait rapidement des contradictions entre les acteurs de Xavier Vignard et ceux de René Bécaud. Et tu nous as très bien montré les contradictions entre ces parents universitaires résolument de gauche et leur réaction face à ce qui leur advient.
Bon, je crois qu'il est très intéressant, enfin, mais ça déborde évidemment l'année 69, mais tu le sais mieux que moi, de voir comment très rapidement les mouvements issus de 69 sur le terrain de la prison, mais sur le terrain de l'émancipation féminine, vont entrer dans des contradictions profondes, puisque les mouvements féministes, mais ça déborde 69, vont faire en sorte qu'il y ait de plus en plus une prise en compte pénale des atteintes faites aux femmes, et comment les militants sur le terrain de la prison, ils sont contre la prison et contre l'emprisonnement, et comment il y a des tensions extrêmement fortes entre tous ces mouvements qui sont pourtant issus de ce même souffle de 68. Je m'arrête là et je vous donne la parole.